RFI, il est 6h30 à Paris et Kigali, 4h30 en temps universel. François Mazet. Bonjour et bienvenue, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité africaine. À la une ce matin, l'ouverture du 17e sommet de la francophonie à Yerevan en Arménie. 2 jours de débat sur les orientations de l'organisation et un choix, celui de la prochaine patronne de l'OIF. La Canadienne Michaëlle Jean brigue un second mandat, mais la favorite c'est la Rwandaise Louise Mushikiwabo. À Kigali, les proches de l'opposant Boniface Twagirimana s'inquiètent. Il a disparu dimanche. Officiellement, le numéro 2 des FDU s'est évadé de prison. Une version qui ne les convainc pas. À suivre également dans ce journal l'appel à l'aide des ONG à la frontière Angola, République démocratique du Congo. Elles sont débordées et craignent des risques sanitaires incontrôlables. Entre 52 et 78 000 personnes ont été renvoyées vers les Kasaï en 10 jours, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est parti pour la grande réunion de famille de la francophonie. Le 17e sommet de l'OIF débute tout à l'heure à Yerevan en Arménie. L'OIF, c'est 84 États et gouvernements, membres, associés ou observateurs, près de 300 millions de locuteurs, 700 peut-être à l'horizon 2050. Mais comme dans chaque famille, il peut y avoir des disputes et celle du moment porte sur le choix de la secrétaire générale de l'organisation. 2 candidates toujours en lice. La Canadienne Michaëlle Jean aimerait un second mandat, mais elle a perdu de nombreux soutiens. En premier lieu, celui de son pays et du Québec, sa province, tandis que la Rwandaise Louise Mushikiwabo, elle, a les faveurs de Paris et de l'Union africaine et devrait donc être la prochaine patronne de l'OIF. En attendant, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents en Arménie pour ce sommet. Christophe Boisbouvier, vous êtes également sur place pour RFI et on attend une cérémonie d'ouverture riche en symboles, Christophe. Oui, tout à fait. Le Français Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau, le Sénégalais Macky Sall, le Belge Charles Michel, ce sont quelques-uns des chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus ce matin et qui doivent prendre la parole à la cérémonie d'ouverture de ce 17e sommet. Le fait majeur de ce sommet, François, c'est le retour en la personne de la Rwandaise Louise Mushikiwabo d'une personnalité africaine à la tête de l'OIF, et cela après 4 ans de parenthèse canadienne incarnée par Michaëlle Jean. Jusqu'au bout, la secrétaire générale sortante s'est battue et à l'heure qu'il est, elle reste candidate alors que son propre pays, le Canada, lui a retiré son soutien depuis mardi soir. Pourquoi ce retrait canadien ? Eh bien parce qu'en échange, Ottawa vient d'obtenir de Paris la promesse que l'Arabie Saoudite suspendait sa demande d'adhésion à la francophonie jusqu'à 2020, une éventualité qui était très mal vue par les Canadiens. Michaëlle Jean est donc désormais très isolé et n'a plus aucune chance face à Louise Mushikiwabo, la future reine de la francophonie. Mais sans doute, la Canadienne, par son obstination, veut-elle défendre les valeurs de démocratie et de droits de l'homme inscrites dans la charte de la francophonie ? Sans doute veut-elle montrer sa différence avec sa rivale rwandaise, dont le pays n'est pas précisément un modèle de démocratie et de droits de l'homme. Le président rwandais Paul Kagame sera-t-il là ? Prendra-t-il la parole ce matin à Yerevan ? Si oui, il pourrait s'exprimer en français, ce qui serait une première. Merci Christophe Boisbouvier, on vous retrouve dans 1h30 dans la capitale arménienne, édition spéciale proposée par RFI autour de Juliette Rangeval. Et tout à l'heure, dans un quart d'heure, nous verrons ce qu'en pense la presse africaine, notamment de ce choix de Louise Mushikiwabo. L'un des points de crispation sur la future arrivée de la chef de la diplomatie rwandaise à la tête de l'OIF, eh bien, ce sont les critiques sur le respect des droits humains au Rwanda. Christophe en parlait, en particulier les libertés politiques. Le parti d'opposition FDU, la formation de Victoire Ingabire, s'inquiète ainsi depuis plusieurs jours du sort de son numéro 2 qui était emprisonné mais qui a disparu. Boniface Twagirimana était accusé de formation d'un groupe armé, de tentative de renverser le gouvernement. Il a été arrêté il y a un peu plus d'1 an avec 8 autres membres du parti. Et officiellement, il s'est évadé dimanche de sa nouvelle prison de haute sécurité. Mais la version officielle ne convainc pas du tout ses proches, Ezra Zikoumana. Selon des médias locaux qui citent le service pénitentiaire rwandais, Boniface Twagirimana se serait évadé avec un compagnon de cellule dans la nuit de dimanche à lundi, dans la prison de haute sécurité de Manga dans le district de Nyanza, c'est dans le sud du pays. Il venait d'y être transféré il y a peu sans aucune explication d'après sa famille et son parti. Comment, dans quelles circonstances exactes s'est-il évadé? Les autorités judiciaires qui auraient découvert cette double évasion le matin expliquent que les prisonniers avaient réussi à s'échapper en sautant par-dessus la clôture du complexe, toujours selon ces médias.
Mais cette version peine à convaincre le FDU, son deuxième vice-président Justin Bahunga qui vit en exil. C'est une personne qui était là depuis seulement 5 jours. Il est difficile de croire que cette personne aurait eu le temps d'organiser une sortie et aussi dans une prison de haute sécurité, puisqu'il était dans une maison bien fermée, on ferme la nuit, et les clés sont détenues par l'officier de nuit. La porte n'a pas été forcée pour la sortie. Et ensuite, il paraît-il qu'il y a donc encore 2 portails qu'il faut traverser. Il n'y a pas pour le moment de réaction officielle du côté des autorités rwandaises. Justin Bahunga, lui, rappelle que le premier vice-président de leur parti était entre les mains du gouvernement rwandais. L'État a la responsabilité de nous dire où il se trouve, dit-il, en demandant une véritable enquête pour établir les circonstances exactes de sa disparition. Ezra Zikoumana sur RFI. Les organisations humanitaires présentes à la frontière entre la RDC et l'Angola s'alarment de la situation sur place alors que les expulsions massives de Congolais sans papier se poursuivent vers les Kasaï. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, entre 52 et 78 000 personnes ont passé la frontière en 10 jours, notamment à Kamako, où les personnels sur place sont débordés. Les risques sanitaires pourraient devenir incontrôlables, craint Bellarmin Mbango de l'ONG War Child. La grande préoccupation, c'est la santé, parce que tous ces gens qui arrivent, il n'y a pas de sanitaires, il y a très peu de toilettes, ainsi de suite. Chacun est obligé de faire ses besoins là où il peut, notamment ils le font dans la nature, vous voyez un peu. Donc ça pose un grand problème. Il pleut pas, mais quand il va commencer à pleuvoir, ça risque d'être catastrophique parce qu'il y a des grands risques d'éclatement d'épidémies ici, notamment le choléra. Il y a la promiscuité, parce que la nuit, il y a des endroits où tout le monde, ils sont mélangés, hommes, femmes, ainsi de suite. C'est une promiscuité terrible qui soulève aussi des problèmes par rapport à des risques de violences sexuelles pour les femmes et les jeunes filles. Des propos recueillis par Mao de Butler. À Kinshasa, les candidats à la présidentielle du 23 décembre en RDC étaient en réunion hier avec la commission électorale. Première rencontre dans le cadre de la commission technique mise en place pour aborder les points qui fâchent. L'opposition rejette toujours l'utilisation de la machine à voter et la réunion n'a permis aucune avancée. Patient Ligaudy était à la sortie de cette réunion. Pour la réunion de ce mercredi, les candidats étaient accompagnés de leurs experts pour discuter avec la CENI de la question de l'utilisation de la machine à voter, ce dispositif de vote par écran tactile qui, selon les autorités congolaises, sera utilisé pour la première fois dans le pays en décembre. Les candidats de l'opposition ont souhaité que les débats tournent d'abord autour de la légalité de l'utilisation de la machine à voter. Le candidat Théodore Ngoy. Nous avons voulu que la CENI et nous, on arrive à la conclusion de savoir qu'elle est légale ou qu'elle n'est pas légale. Curieusement, à la fin, le président Corneille Nangaa nous dit ceux qui ne veulent pas qu'on ait des décisions techniques qui peuvent partir. Voilà comment on nous a traités par M. Corneille Nangaa. Ceux qui veulent qu'on expérimente la machine à voter, ils restent. De son côté, Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, pense qu'il s'agit d'une forme de pression qu'exerce l'opposition. Il n'y a personne qui a dit qu'il ne veut pas venir le 23 décembre. Et d'ailleurs, au finish, est-ce que vous avez vu les gens refuser de venir confirmer leurs photos dans la machine à voter avant-hier ou hier? Le consensus autour de la machine à voter était l'une des principales recommandations du Conseil de sécurité qui était en visite à Kinshasa la semaine dernière. Au finish, aucune date n'a été donnée pour une nouvelle rencontre entre la CENI et les candidats, et ce, à quelques 3 mois de l'organisation des élections. Patient Ligaudy, Kinshasa et RFI. Le Centre gabonais des élections a donné hier soir à la télévision publique les premiers résultats partiels des législatives et des élections locales de samedi. Sans surprise, le PDG au pouvoir est large vainqueur. Les opposants qui avaient décidé de participer résistent mieux aux élections municipales et départementales selon les chiffres officiels. Les parlementaires djiboutiens effectuent leur rentrée au sein d'un parlement toujours largement dominé par l'UMP, le parti du président Guélé. L'opposition dite légale ne dispose que de 8 sièges. Et hors de cette institution, de nombreux partis fonctionnant dans l'illégalité eux aussi font leur rentrée politique, Sébastien Nemetz. Même s'il n'est pas reconnu, l'ARD d'Aden Mohamed Abdou vient de publier un programme avec en ligne de mire la présidentielle de 2021. Le mouvement demande une transition jusqu'au scrutin avec mise en place d'une décentralisation, refonte des listes électorales et réforme des institutions. L'ARD met aussi en garde le gouvernement contre toute tentative de répression. Pour Aden Mohamed Abdou, l'opposition doit reformer une coalition. Il parle de rencontres prometteuses avec d'autres partis illégaux. Il reconnaît
reconnaît aussi des contacts avec les rebelles du Front d'armée, notamment en France. Nous sommes pacifiques, ils ne peuvent pas entrer dans notre coalition, mais nous pouvons discuter, dit-il. Abdourahmane Mohamed Ghele reconnaît des entrevues entre partis illégaux, mais pour lui, il s'agit surtout de rencontres fortuites. Le chef du RAD se dit partisan d'une unité, mais sous condition. Nous devrons analyser les échecs des coalitions passées. Ensuite, nous verrons si nous avons des objectifs communs, indique celui qu'on surnomme TX. La majorité, elle regarde avec dédain. Après avoir lu le programme de l'ARD, Daoud Oumed, représentant de l'UMP en Europe, parle de gesticulation guignolesque et dénonce la logique abracadabrantesque d'une organisation illégale. Sébastien Emet, Nairobi, RFI. Il est 7h40 à Madagascar. On en vient à cette manifestation de riverains mécontents en banlieue d'Antananarive. Une centaine de personnes en passe d'être expropriées ont montré leur colère face à un projet qu'ils jugent douteux, inutile, celui de relier par une route une grosse entreprise du pays au nouvel aéroport actuellement en construction. Problème, aucun document officiel ne mentionne le tracé exact et le processus d'expropriation est opaque. En tout, ce sont plus de 2500 familles qui craignent de voir les pelleteuses arriver à tout moment. Une controverse qui éclabousse le président Erhard Zonarmampian, actuellement en campagne pour sa réélection. Reportage, Sarah Teto. À quelques dizaines de mètres, les caravanes des candidats en campagne crachent de la musique, mais les riverains n'ont pas le cœur à la fête. Cette semaine, les travaux de remblai ont commencé au pied de la maison de Miran. Vous voyez ces deux maisons-là et ce petit étang, c'est à ma famille. Un monsieur de l'État est venu nous dire qu'on allait nous donner 4 millions d'ariari. Ça n'est même pas ce que nous avons dépensé pour construire les maisons. En partant, il a dit que ça vous aille ou pas, peu importe, c'est un projet d'État. Père Innocent, le directeur de l'école Don Bosco, est lui aussi remonté. Ni l'État, ni l'entreprise chinoise nous a contactés pour faire cette route. On va détruire évidemment la moitié de l'école et on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre les jeunes. Mais le plus grave, ce sont les simples gens qui ont des maisons, la rizière qui fait vivre les Malgaches. C'est comme si tu vas au marché et tu prends la marchandise de quelqu'un sans payer. Et tu dis je te paierai quand je voudrais et combien je voudrais. Maître Olala défend les riverains expropriés. Il accuse l'État de compromission avec la société qui, d'après lui, serait l'unique bénéficiaire du tracé de la route. L'État malgache n'a pas notifié cette décision aux villageois. Ils n'ont pas non plus demandé leurs avis. Il n'y avait pas de cahier de doléances, pas d'affichage non plus. Donc rien n'a été respecté dans le droit. Mais tout ça, c'est pour servir une société privée qui s'appelle Philatex et qui accapare tous les biens des petits gens. Quel est le lien réel entre cette entreprise privée et l'État ? Hier soir, ni le ministère des Travaux publics ni la société pointée du doigt n'a donné suite à nos demandes d'interview. De son côté, l'avocat a déposé une requête au Conseil d'État. Sarah Teto, Antananarive, RFI. Autre manifestation prévue au Zimbabwe aujourd'hui. Les syndicats appellent à dénoncer la vie chère, la plus grande centrale du pays. La ZCTU a fait appel à la justice pour obtenir l'autorisation du rassemblement, alors que le gouvernement interdit les manifestations en raison des nombreux cas de choléra à Harare. Par ailleurs, les scrutins organisés fin juillet dans le pays et ayant permis l'élection d'Emerson Mnangagwa à la présidence n'ont pas été à la hauteur des critères internationaux de transparence et d'impartialité. C'est la déclaration hier à Harare du chef adjoint de la mission des observateurs de l'Union européenne. En Afrique du Sud, on s'interroge après la démission de l'ex-ministre des Finances, Landla Néné. Qui sera le prochain à tomber pour ses relations avec la famille Gupta, ces affairistes indiens qui ont massivement corrompu le gouvernement sous la présidence Zuma et profité des détournements d'argent public. Les précisions d'Alexandra Branchon. L'ex-ministre des Finances aura été le premier à faire les frais de cette commission d'enquête sur la corruption. Mais d'autres têtes pourraient rapidement tomber, estiment plusieurs observateurs politiques. D'autres ministres pourraient se voir rattrapés par leur lien avec les Gupta. En tête, le ministre des Affaires intérieures, Malusi Gigaba, accusé d'avoir aidé les Gupta à obtenir des marchés publics, ou bien la ministre des Femmes, Batabile Dlamini, accusée de leur avoir donné des documents confidentiels du gouvernement. Deux ministres proches de l'ex-président Jacob Zuma. La commission a suspendu ses auditions jusqu'au mois prochain, et ce alors que deux témoignages clés étaient attendus, notamment celui de Pravin Gordhan, ex-ministre des Finances, qui a été le premier à dénoncer le niveau élevé de corruption à la tête du gouvernement et dont le témoignage pourrait impliquer directement l'ex-président Jacob Zuma. Vous restez avec nous, il est 7h moins le quart à Paris. Afrique Matin sur RFI. François Mazet. Avec nous et avec Frédéric Couteau qui nous rejoint dans 5 minutes pour ouvrir la presse africaine. Le sommet de l'OIF est à la une ce matin et le choix de Louise Mushikiwabo fait réagir sur le continent.
85 millions d'enfants environ ne sont pas inscrits à l'état civil et n'ont pas d'acte de naissance en Afrique. Les enfants fantômes, comme on les appelle. C'est le titre de l'ouvrage publié il y a 5 ans par le notaire camerounais Abdoulaye Harissou, son collègue français Laurent Dejoie. Un film du même nom vient d'être diffusé sur Canal+ et la chaîne parlementaire. Avec l'association du notariat francophone dont il est le secrétaire général, Abdoulaye Harissou participe justement au 17e sommet de la francophonie en Arménie. Il est notre invité ce matin au micro d'un de nos envoyés spéciaux, Christophe Boisbouvier. Maître Harissou, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce combat en faveur des enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil ? Ce combat est un combat d'abord humanitaire pour l'Afrique subsaharienne qui compte 85 millions d'enfants qui ne sont ni déclarés ni inscrits à l'état civil. Ce qui pose un réel problème pour ces enfants qui n'arrivent pas à terminer leur scolarité parce qu'il y en a qui vont pour la plupart à l'école sans acte de naissance, de la CIL au CM2. C'est au CM2 en fin d'année quand on commence à composer les dossiers pour passer le concours d'entrée en 6e et le certificat d'études qu'on se rend compte que ces enfants n'ont pas d'acte de naissance. Et ces enfants ne vont pas à l'école et ils sont jetés dans la rue. Ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas inscrit à l'état civil, il est expulsé de son école ? Il est expulsé naturellement de son école puisqu'il ne peut pas présenter les examens d'entrée en 6e ni les examens de CPE. Donc ses camarades vont en 6e. Lui, il n'a pas d'acte de naissance, il n'existe pas, il est invisible. Donc les parents, pour des raisons souvent pas importantes, parce qu'ils parlent de distance, pour aller dans les communes, pour établir les actes de naissance. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de leur établir les actes de naissance. Tout cela fait que ces enfants, ou pour les plus chanceux, se retrouvent dans le secteur informel, d'autres dans la mendicité ou dans les écoles coraniques. À côté de ça, il y a aussi un problème économique. Parce que toutes les statistiques que les États africains subsahariens font sont fausses. Et alors, pour un enfant qui n'est pas inscrit à l'état civil, c'est très compliqué aussi de trouver un emploi, j'imagine. Oui, des emplois normaux, évidemment, c'est compliqué. On les prend comme des bonnes, on les prend comme des aides-chauffeurs, des motorboys, on les prend dans le noir. Quand ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas non plus de carte nationale d'identité à leur majorité. Donc, ils peuvent travailler dans le noir, mais ils ne peuvent passer aucun concours administratif, ils ne peuvent pas être recrutés dans la police, ils ne peuvent pas être recrutés dans l'armée, etc. Et pour se marier ? Oui, justement, pour les jeunes filles, ça favorise largement, grandement les mariages des filles mineures. Et pourquoi les jeunes filles qui ne sont pas inscrites à l'état civil se marient plus jeunes que les autres ? Oui, évidemment, parce qu'elles sont laissées à elles-mêmes, elles ne vont pas à l'école. Un enfant qui ne va pas à l'école, elle est à la maison, elle n'a rien à faire, à part aider sa maman aux tâches ménagères. Donc, n'ayant rien à faire, les parents ont peur qu'elle aille rentrer dans la prostitution ou bien qu'elle aille leur ramener une grossesse. Donc, les parents les envoient en mariage très vite. Alors vous dites qu'il y a quelques 85 millions de petits et de petites africaines qui ne sont pas inscrits à l'état civil. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas inscrit à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, peut encore s'inscrire ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour rattraper le temps perdu ? Il n'est pas trop tard parce que le droit civil leur permet d'obtenir des jugements supplétifs auprès des tribunaux. Or, c'est un parcours de combattant. Pour un paysan, une paysanne, d'obtenir un jugement supplétif, il faut aller devant les tribunaux, il faut payer la consignation. C'est pour cela que dans le livre, nous avons parlé d'organiser des audiences foraines gratuites à grande échelle pour pouvoir déclarer, obtenir des actes de naissance à un maximum d'enfants. Nous l'avons fait en 2016 avec le concours de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, dans la région rurale de San Pedro. Ça a marché. Tous les enfants qui sont scolarisés dans la zone ont été inscrits parce que une loi coloniale permet au procureur de la République de signer une ordonnance qui permet aux enfants scolarisés de se faire enregistrer. Donc vous voudriez étendre cette expérience d'audience foraine à tous les pays africains concernés ? Oui, tous les pays africains, parce qu'il y a des pays comme la RDC Congo où à peine 25% des enfants ont des actes de naissance à cause de la guerre. Donc je pense que l'APF, l'Association parlementaire francophone, et l'OIF vont en faire un sujet majeur dans les actions qu'ils vont mener pour le mandat à venir. Le mandat, a priori, de Louise Mushikiwabo. C'est ce qui semble, puisque le Canada a retiré son soutien à Madame la secrétaire générale, Madame Michaëlle Jean. Donc je crois que la voie est libre, la voie est balisée, elle est libre pour Madame la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et vous en pensez quoi ? Je pense qu'elle est à la hauteur, ayant été ministre des Affaires étrangères pendant des années dans un pays quand même qui réussit économiquement et qui sort d'un génocide. Je pense qu'elle a
a la capacité et les moyens intellectuels avec le soutien du président Kagame et de l'Union africaine. Je pense qu'elle pourra réussir son mandat. Et vous, Maître Arissou, qui venez de passer 3 ans en prison au Cameroun parce que vous êtes un proche de l'ancien secrétaire général Marafa Hamidou Yahya qui est tombé en disgrâce, est-ce que vous pensez que le Rwanda est le mieux placé pour défendre la démocratie et les droits de l'homme qui sont 2 des grandes valeurs de la francophonie ? Oui, la question mérite d'être posée, mais vous savez que depuis la charte de Bamako, l'un des principaux objectifs de l'OIF, c'est de défendre les droits de l'homme. Et regardez la procureure de la Cour pénale internationale. Elle a été nommée autant de jamais, n'empêche qu'elle ait fait son travail. Et puis, Fatou Bensouda, l'ancienne ministre de Yahya Jammeh. Et puis en plus, je pense que le président Kagame est quand même quelqu'un d'assez intelligent. Si aujourd'hui il a accepté de présenter sa ministre des Affaires étrangères, il sait très bien quel est le rôle que l'OIF doit jouer. Je pense qu'il est assez intelligent pour lui laisser les mains libres. Maître Abdoulaye Arissou, merci. Le notaire camerounais Abdoulaye Arissou au micro de Christophe Boisbouvier à Erevan. Erevan où s'ouvre le 17e sommet de la francophonie en présence notamment des présidents du Sénégal, du Tchad, du Liban, de la France. C'est demain après-midi que sera nommée la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. 84 États et de chefs d'État, 84 États, et gouvernements sont représentés dans l'OIF. RFI vous propose une édition spéciale à 6h15, temps universel, dans presque 1h30. Et on y revient, bien sûr, sur ce sommet dans un instant dans la revue de presse. Au Brésil, le candidat de l'extrême droite à la présidentielle, Jair Bolsonaro, est donné vainqueur avec 58% des intentions de vote contre le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad. C'est le premier sondage réalisé depuis le premier tour. Mais le conseiller économique de Jair Bolsonaro, l'ultralibéral et très influent Paulo Guedes, fait l'objet d'une enquête pour fraude, pour corruption. Les négociations sur le Brexit sont dans une phase décisive à une semaine d'un sommet européen. Le chef des négociateurs européens Michel Barnier s'inquiète. Selon lui, le différend sur l'Irlande du Nord pourrait faire échouer les négociations du divorce réclamées par le Royaume-Uni. Et puis le nord-ouest de la Floride, violemment frappé par l'ouragan Michael avec des vents allant jusqu'à 250 km à l'heure. Faisant au moins une victime jusque-là. En Géorgie, il a baissé d'intensité, mais les destructions sont très importantes. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour François, bonjour à tous. Et forcément, ce 17e sommet de l'OIF fait la une de la presse africaine. En Arménie, s'exclame le quotidien aujourd'hui, à Ouaga, ce pays à la francophilie bien ancrée, mais non francophone. Seuls l'arménien et le russe sont couramment parlés dans cette Arménie de Charles Aznavour, le plus francophone des Arméniens. En Arménie, donc, se tient ce jeudi et demain, vendredi, le 17e Jamboree de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On parlera des 900 millions de personnes, des 84 pays qui constitue l'OIF. On évoquera l'avenir de ces 14% de la population mondiale, de cet espace et de ceux qui frappent à la porte, bref, de l'avenir de cette communauté de langue et de multiculturalité. Mais ce qui pimentera cette 17e édition, pointe aujourd'hui, ce sera l'élection de la future patronne de l'institution qui, de Michael Jean ou de Louise Mushikiwabo, aura la faveur des votants. Oui, pas de doute, Frédéric, pour l'ensemble de la presse du continent, c'est bien la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui est favorite. En effet, pointe l'Observateur Palga, le Canada et le Québec ont annoncé mardi qu'ils se ralliaient à la candidature de Louise Mushikiwabo, officiellement pour ne pas rompre le sacro-saint consensus en vigueur dans la famille francophone sur le choix du secrétaire général. Avec ce ralliement canado-québécois, c'est un boulevard qui s'ouvre désormais devant la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, dont la candidature, rappelle l'Observateur Palga, a été suscitée par le président français Emmanuel Macron, qui était pratiquement son directeur de campagne. Et quand bien même il faudrait passer au vote, on ne voit pas comment l'affaire pourrait échapper à celle qui, en plus de la France, est soutenue par la Belgique, l'Union africaine, qui l'a adoubée en juillet dernier à Nouakchott, ainsi que par une bonne trentaine d'États africains. Et le nouvel observateur à Kinshasa s'interroge comment expliquer cette candidature alors que le Rwanda a tourné le dos à la francophonie. Pourquoi la candidature de la chef de la diplomatie rwandaise bénéficie-t-elle du soutien de Paris ? La réponse, pointe le quotidien congolais, on la trouve dans le réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. En effet,
À la différence de ses prédécesseurs, le président français a cherché à supprimer le brouillard qui assombrissait les relations franco-rwandaises en allant directement dialoguer sans mettre de gants diplomatiques avec les autorités rwandaises. Ce pragmatisme, mieux encore ce réalisme diplomatique a fini par séduire Paul Kagame qui s'est du reste rendu à Paris au mois de juin dernier. Alors une Rwandaise à la tête de l'OIF, le débat est vif dans la presse du continent. Oui, le pays au Burkina n'est pas d'accord et ce pour deux raisons. Primo, Louise Mushikiwabo provient d'un pays qui a tourné le dos aux Français, seuls 6% de la population parle le français. Secondo, poursuit le pays, cette candidature défendue par la France est celle d'un pays qui ne se gêne même plus d'essuyer ses pieds sur le respect des libertés et des droits de l'homme, des valeurs pourtant défendues par la francophonie. Et la France, patrie des droits de l'homme et des libertés, quelle aberration! S'exclame le pays, une véritable sortie de route s'il en est qui désacralise les idéaux de la francophonie. Qu'importe, estime pour sa part Jeune Afrique. L'Afrique représente plus de la moitié, 29 sur 54, des membres de l'OIF et la majorité de la population concernée, 900 millions de personnes, dont environ 284 millions de francophones. L'Afrique est donc l'avenir de la francophonie. C'est une évidence pour l'hebdomadaire panafricain. Le poste de secrétaire général doit revenir à un Africain. Et enfin, conclut Jeune Afrique, peu importe sa nationalité ou que Paul Kagame, son président, subjugue les uns, les Africains, et inquiète les autres, les Occidentaux, Louise Mushikiwabo est de l'avis de ceux qui la connaissent un bon choix. Merci Frédéric Couteau, votre revue de presse à retrouver chaque jour sur notre site internet www.rfi.fr. Dans le prochain journal, nous serons en direct de Yerevan avec les équipes de RFI dans un peu plus d'une heure, édition spéciale sur les antennes de la Radio du Monde. Vous restez avec nous. Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui. Vos questions au docteur Catherine Solano, sexologue. Aujourd'hui, comment séduire? Demain. Nous parlons de la jalousie, émission présentée par Sandrine Mercier. Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr. Priorité santé, Caroline Paré. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Prochain journal dans 3 minutes. D'ici là, on parle sport avec Frédéric Suto. Bonjour. Bonjour François. La 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 avec un match au programme aujourd'hui. Oui, un match, un seul en attendant tous ceux des jours à venir. Le Congo-Brazzaville reçoit le Libéria dans le groupe G. Les deux formations n'ont plus vraiment le choix avec un seul point en 2 matchs contre 4 déjà pour les 2 autres équipes du groupe, la République démocratique du Congo et le Zimbabwe. Il faut gagner, engranger des points pour garder un espoir au bout des 6 journées de ces éliminatoires de terminer à l'une des 2 premières places du groupe, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alors pour ce match crucial Congo-Libéria, double confrontation puisqu'il y aura un Libéria-Congo mardi prochain, là pour la 4e journée. Eh bien, le sélectionneur des Diables Rouges, le Brésilien Valdo, a rappelé notamment le joueur de camp Prince Onyangue. Congo, Libéria à Brazzaville. François, coup d'envoi cet après-midi, 14h30 temps universel. En tout cas, hier, dans le groupe K, la Zambie a battu la Guinée-Bissau 2-1. Oui, début signé Sunzu et Chonga pour les Chipolo contre un but de Frédéric Mendy pour les Bissau-Guinéens en fin de match. Ce succès relance la Zambie qui compte désormais 4 points, comme la Guinée-Bissau et comme le Mozambique qui accueille samedi la Namibie. Dans le groupe F, l'Éthiopie et le Kenya se sont neutralisés. Oui, 0-0, pas de but, plutôt une bonne affaire pour les Harambee Stars du Kenya de Sébastien Migné, le sélectionneur. Avec désormais 4 points, les 2 équipes Éthiopie et Kenya sont en tête du groupe. Elles se retrouveront dimanche au Kenya cette fois pour le match retour, 4e journée. Et dans ce groupe, il faut savoir que les cartes sont rebattues car la Sierra Leone vient d'être suspendue par la FIFA pour ingérence du gouvernement sierra-léonais dans les affaires de la fédération. Conséquence, eh bien le pays n'a plus le droit de jouer ses matchs. La Sierra Leone forfait pour ses 2 rencontres face au Ghana. Que va décider la Confédération africaine de foot? Va-t-elle donner les 2 matchs gagnés aux Ghanéens? Écoutez ce qu'en dit Sébastien Migné, le sélectionneur du Kenya concerné au premier chef. Normalement, une équipe qui fait forfait dès les matchs allés, on ne doit pas prendre en compte les résultats obtenus par celle-ci, ce qui paraît plus logique parce qu'aujourd'hui, si on accorde 6 points au Ghana en n'ayant pas joué, ça paraît illogique par rapport aux autres adversaires. Maintenant, avec la CAF, on peut s'attendre à tout.
même que peut-être les matchs soient rejoués à une date ultérieure. Donc je préfère me focaliser uniquement sur mon équipe. Sébastien Migny avec Hugo Moissonnier, affaire à suivre, la Sierra Leone suspendue par la FIFA. Notons que la Libye qui rencontre le Nigeria, match à Ouyo samedi, la Libye n'a plus de sélectionneur. Adel Armouche a jeté l'éponge. Merci Frédéric Chuteau, tout de suite un nouveau journal sur RFI.